comme vous savez, on est là pour vous annoncer la liste des 21 qui seront convoqués pour les matchs du 3 et du 7 septembre. Donc vous savez que cette semaine a été un petit peu mouvementée, puisqu'il y a eu des éléments nouveaux justement dans l'histoire de la Coupe du Monde 2010. Comme je vous l'ai confirmé, je souhaite, et là c'est vraiment un terme léger par rapport à ce que je pense, solder vraiment ce qui s'est passé en Afrique du Sud, car n'oublions pas que dans 9 jours, 8 jours, un match qualificatif pour l'Euro 2010 va commencer, et il serait grand temps de s'y préparer et de s'y plonger. Vous, comme moi, enfin comme nous, parce qu'il est grand temps quand même de préparer ce match-là, car je le sais aussi bien que d'autres, qu'à partir du 3 au soir, vous allez demander à ce que l'équipe de France gagne, ce qui est logique d'ailleurs. Et donc vous allez être intraitable là-dessus. Donc préparons-nous pour essayer de vous contenter et de nous contenter aussi, bien sûr. Donc on va passer à la liste que vous attendez. Gardien de but, Cédric Carasso, Hugo Lloris, Steve Mandanda. Défenseur, Gaël Clichy, Bakary Sagna, Philippe Mexès, Benoît Tremolinas, Abdil Rami et Mamadou Sakho. Milieu, Vassikiri, Djabi, ça sera plus simple, Florent Malouda, Alou Diarra, Jérémy Ménès, Lassana Diarra, Mathieu Valbuena, Yann Envila. Attaquant, Karim Benzema, Loïc Rémy, Kevin Gamero, Louis Saha et Guillaume Waro. Voilà. Si j'ai une petite demande à vous faire, j'espère qu'on va parler beaucoup plus des joueurs qui sont présents dans la liste que ceux qui sont absents. Voilà. Merci d'avance. Pourquoi 21 joueurs alors qu'il y en avait 22 en Norvège? Et est-ce qu'il y a des joueurs qui, pour le deuxième match, pourraient rejoindre la sélection? Ou c'est la sélection pour les deux matchs, elle est terminée, complète là? Vous savez qu'on est toujours en inquisition, M. Butterlin, notamment par rapport aux matchs de championnat qui vont se dérouler samedi, dimanche. Donc la liste, éventuellement, peut changer, peut évoluer. Je ne l'espère pas, parce que ça voudrait dire qu'il y ait malheureusement des blessés, des joueurs blessés. Donc ça, je ne le souhaite pas, je touche du bois. On a assez eu de problèmes pour faire cette liste-là, sans en rajouter, ça serait quand même bien. Non, dans mon esprit, pourquoi 21 et pourquoi pas 23 ? Je crois que quand il y a 2 matchs, ça fait 9 jours de stage. Quand il y a des joueurs qui sont... quand il y a beaucoup de joueurs qui sont en tribune et qui malheureusement ne peuvent pas venir sur le banc de touche, je crois que si 2 joueurs ou quelques joueurs le font 2 fois durant 9 jours, je pense pas que c'est la meilleure manière de se préparer et d'être satisfait de sa sélection. Donc l'idéal ce serait d'amener 18 joueurs bien sûr, mais le problème c'est que nous partons en Bosnie, il peut y avoir toujours des problèmes dans la nuit ou la veille du match, et qu'il faut quand même parer à un éventuel forfait ou une éventuelle crise ou rage de dents, etc., etc. Donc on a essayé, pour se mettre en sécurité, l'idéal ça serait de doubler tous les postes. Mais si c'est pour après mettre 5 joueurs sur le banc de touche ou 6 joueurs sur le banc de touche le vendredi et le mardi, vous pensez bien qu'à la sortie de la sélection nationale, le joueur qui a fait banquette vendredi et mardi, il n'est pas forcément heureux, quoi. Laurent ? Oui. Ici, Manuel Tissier, France 2, il faut qu'il y en ait un qui s'y colle, donc je vais vous parler des absents.
Ah si. Jérémy Toulalan, on l'attendait un peu dans cette liste parce qu'il est suspendu un match. Pourquoi ne pas l'avoir intégré? Sur quels critères? Vous avez dit que vous préfériez faire un groupe tout de suite cohérent. Ben vous avez répondu. Non, je crois que bon, Jérémy, comme vous le savez, est suspendu. Ça, c'est la première des choses. C'est quand même un élément important. Puis le deuxième élément important, c'est que avec son entraîneur, lui-même et son entraîneur ont décidé de changer de poste, ce qui est quand même pas anodin. Je suis bien placé pour le savoir, puisque ça m'était arrivé il y a quelques années. Donc j'estime que si Jérémy doit retourner en équipe de France ou retrouver le groupe France, ça sera à son poste actuel, qui est devenu de milieu de terrain à défenseur central. Et j'estime que pour l'instant, à ce poste-là, il n'est pas incontournable. Tout simplement. Donc on le suivra, on va voir un petit peu son adaptation à ce poste-là. Il a les qualités pour jouer à ce poste-là. Mais pour l'instant, il n'a ni l'expérience, ni à mon avis la capacité de dire bon, Jérémy Toulalan est incontournable en défense centrale aujourd'hui. Il faut un certain temps d'adaptation. Ce n'est pas le même poste. Donc il a pris une décision que j'ai prise, moi je vous l'ai dit bien avant. On va le suivre, bien sûr, puisque ça peut être un joueur intéressant dans l'avenir. Il a une certaine expérience de l'équipe de France qui n'est pas négligeable. Mais c'est un changement de poste, c'est un nouveau challenge qui s'est offert. On va le suivre pour voir s'il devient performant et s'il devient le meilleur à son poste, ce que je pense pas qu'il est actuellement. Laurent. Voilà, une réponse. Enfin, c'est ma réponse. Bonjour, Samuel Olivier. Jérémy. Samuel Olivier d'RMC Sport BFM TV. Pour rester sur la défense centrale, il y a deux joueurs qui ne sont pas suspendus mais qui ne sont pas dans ce groupe. C'est William Gallas et Eric Abidal. C'est un signe fort que vous leur envoyez à eux, mais aussi aux jeunes qui peuvent prendre leur place en charnière centrale. Comme je vous l'ai dit, et je m'y tiendrai, j'essaierai vraiment de m'y tenir, notamment quand je ferai la liste des sélectionnés. Après un cours de match, effectivement, en fonction du résultat, en fonction des disponibilités que je peux avoir sur le banc de touche, en fonction de la polyvalence des joueurs, il y aura des joueurs effectivement qui ne joueront peut-être pas à leur vrai poste dans leur club. Mais ça sera vraiment très casuel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous me parlez de deux joueurs, notamment Abidal. Abidal, il joue en défense centrale en ce moment à Barcelone. L'année dernière, il a joué arrière d'aile, donc j'attends un petit peu de voir à quel poste il va se stabiliser. Et du moment qu'il se sera stabilisé à un poste, je verrai ou je jugerai s'il est le meilleur à son poste, meilleur français, et si c'est le cas, il sera appelé. Quant à William, je pense que bon, vous savez ce qui s'est passé, il a mis un certain temps pour trouver un club. Je ne pense pas qu'il soit dans les meilleures dispositions physiques, notamment pour ces deux matchs très importants, ceux qui nous concernent. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était avant le match de la Norvège, hors Norvège, avec une équipe, il faut le dire, bis, hein, pas de deuxième classe, bis. Propos, hein, on a réussi une première mi-temps, au moins 30 minutes, avec de l'envie et un football séduisant qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Alors est-ce qu'il ne vaut pas mieux privilégier ce type de joueurs, ce type d'équipe aux meilleurs joueurs à leur poste, dont tu parles souvent, et qui n'ont rien démontré, qui n'ont pas avancé depuis 2-3 ans? Mais là, il y en a des joueurs qui étaient en Norvège. Hein. Il y en a même beaucoup. Donc je vous l'avais dit. Donc après, comme je vous le dis, il faut quand même être cohérent dans ses choix. Avoir une équipe de jeunes joueurs, c'est bien. Mais je crois que pour être compétitif au plus haut niveau, ça ne suffit pas. Il faut avoir certes des bons joueurs, et je pense que nous en avons, mais il faut essayer de trouver des accompagnateurs, des gens qui ont un peu plus d'expérience. Et c'est vrai que les gens qui ont de l'expérience, il y en avait très peu en Norvège, donc on a essayé d'en mettre un petit peu plus, mais il n'y avait pas que l'expérience en jeu, il y avait aussi les qualités footballistiques de chacun.
Donc on a essayé de faire un groupe pour ces 2 matchs-là, qui allient aussi la jeunesse, le talent, et aussi quelques-uns qui puissent un peu les guider et avoir un peu plus d'expérience, parce que le haut niveau, c'est ça aussi. Une question sur le nombre de défenseurs sur la liste. Si je ne me trompe pas, il y en a 6 sur 21. C'est une proportion très basse par rapport aux habitudes qu'on peut avoir ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer On joue qu'à choix 4. Hein. Pardon ? On joue qu'à 4. J'entends bien, en général les entraîneurs aiment doubler les postes, donc déjà c'est un début de réponse. Est-ce qu'il faut y voir un message supplémentaire sur votre projet de jeu ? Non, c'est vrai que la base défensive d'une équipe est une chose très importante. Comme je vous le dis, il y a 6 défenseurs de métier, si j'ose dire. Je crois que notamment le match à domicile, j'espère qu'il va falloir attaquer, qu'il va falloir marquer des buts. Donc en règle générale, c'est plutôt les attaquants ou les joueurs offensifs qui marquent des buts. Donc on veut trouver une assise défensive, on veut faire confiance à des joueurs, se donner la possibilité de parer à une éventuelle blessure. Mais je crois, comme je le répète, qu'en cours de match, il y a des joueurs qui sont capables éventuellement, casuellement, d'occuper des postes. Donc ça ne sert à rien de doubler les postes en sachant qu'on a pratiquement sa défense en vue et en sachant que sur les 2 matchs, malheureusement, ceux qui vont doubler vont être dans les tribunes. C'est pas la meilleure façon de préparer la saison, d'autant plus que je considère que en ce début de saison, c'est peut-être plus important de bien travailler avec son club pour devenir beaucoup plus compétitif pour ceux qui ne sont pas là pour le mois d'octobre. Laurent, apparemment, tu n'as pas voulu prendre de risques avec Gignac et Cissé qui sont un peu blessés. Est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots sur l'arrivée de Gamero et le retour de Louis Sarr ? Gamero, c'est un joueur qui est intéressant, qui est jeune, qui aurait eu certainement sa chance s'il n'avait pas été blessé lors de la Norvège. Voilà, c'est un joueur qui prend beaucoup les espaces, qui va découvrir le niveau international qui est quand même autre chose que le niveau de Ligue 1. Voilà, c'est un garçon sur lequel on a toujours un œil. Et je me dis que je l'espère notamment contre la Biélorussie à domicile. Il va falloir se procurer des occasions pour marquer des buts. Ça peut être une solution intéressante. Pour l'avenir aussi. Donc, Louis, c'est un garçon qui m'a toujours beaucoup plu. Le seul problème avec ce garçon, c'est qu'il a eu vraiment de gros soucis avec son physique. C'est un garçon qui est souvent blessé, malheureusement pour lui. Mais c'est un garçon que s'il peut enchaîner une saison sans blessure, et au niveau déplacement, au niveau buteur, c'était un garçon qui a vraiment la capacité de bien se déplacer, de marquer des buts. Donc dans ces temps qui courent, des gens qui peuvent marquer des buts sont toujours intéressants pour une équipe.